notables assez riches, donc Monsieur Neil Gaiman, Gilles Francescano, donc illustrateur, responsable de l'exposition de Dave McKean, ici présente, Laurent Genefort, écrivain de science-fiction, et Tommaso Pinchot, donc écrivain également italien. Et nous sommes tous là pour vous parler d'une littérature qui, ma foi, je suis sûr que ceux qui sont ici depuis quelques jours, on vous a parlé de choses très savantes, que l'on vous a abordé des questions philosophiques, qu'on a abordé des questions littéraires, mais je suis sûr également qu'on ne vous a pas parlé des choses qui comptaient réellement, à savoir des jeunes filles en danger, des aventuriers preux, de jeunes garçons prêts à partir à l'aventure, et surtout de méchants savants fous. Tout ça, c'est l'héritage des pulps, forme littéraire américaine qui est née à la fin du 19e siècle et qui tire simplement son nom de cette pulpe de papier, ce papier de très très mauvaise qualité qui servait à imprimer et à fabriquer des livres à moindre coût. Je vous rappelle que c'était aussi l'époque où les écrivains étaient payés 1 cent le mot. Les pulps, c'est des tirages faramineux. On peut penser qu'il y avait certains titres qui tiraient à 500 000 exemplaires par mois. C'est un héritage considérable. Ce sont des titres mythiques. On peut penser à Amazing Stories d'Hugo Gernsback, à Weird Tales. On peut penser aussi à la somme d'écrivains qui ont fait leurs premières armes dans l'univers des pulps, d'Edgar Rice Burroughs à Robert Bloch, de Philip K. Dick à H.P. Lovecraft, et surtout penser à Tarzan, Conan, Doc Savage ou encore Zorro. Autant de héros que nous a légué cette littérature qui a disparu, et j'en terminerai là, à peu près aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les éditeurs se sont mis à lancer des livres de poche qui, petit à petit, ont grignoté les parts de marché. Maintenant, je me tais et je me tourne vers nos invités, justement, parce que j'ai 2 Français, j'ai un Italien, j'ai un Anglais, et j'ai envie de commencer en leur demandant comment est-ce qu'ils ont découvert cet univers des pulps, s'ils en ont jamais lu, quelle a été leur première initiation. Well, my first initiation into pulps was a friend of my father's when I was about 13 years old, who told me that he'd found a box of American pulp magazines in his garage that he'd collected when he was young, and I could have them for, I think, £5, which was like not just all of my pocket money, but everything that I'd saved up. And I didn't even think twice, and I gave him the £5, and I got this big box of mostly 1940s and early 1950s astounding science fictions and unknown worlds, which was my favorite. Some galaxies, and there were a couple of really, really old amazing stories in there, and they were much larger format than the others. And they were the ones that I really understood why they were called pulps, because the paper had gone yellow and brown and it wasn't like this wasn't acid-free paper. This was paper they'd added extra acid to, and it wasn't going to last very long. It was just going to crumble away, which mattered less because the stories in those were terrible. They really were flat characters and mad scientists with beautiful daughters inventing big robot machines that the heroes could stop. They weren't very good. But I fell in love with the John W. Campbell period astounding science fiction, and I really fell in love with Unknown Worlds. It was like it's probably the least famous of all of those pulp magazines. It didn't last very long, but it was its own kind of weird edge of fantasy, Neil Gaiman fantasy. It's the stuff that I love.
It's stuff happening, weird, fantastic things happening to very normal people. And that was how I discovered authors like Eric Frank Russell. There were a lot of authors who never really seemed to be around much in paperback collections. But people like Eric Frank Russell, people like Christopher Anvil, a lot of these authors whose names didn't mean very much. They weren't the Robert Heinleins, they weren't the big selling guys, but they wrote these glorious little stories and they stuck in the memory. So it was that box that I paid £5 for. Alors, moi, j'avais pas vraiment prévu de parler de ma petite enfance, mais c'est assez marrant parce que, comme dit Neil, c'est aussi une histoire de carton rempli de bouquins en fait. Avec mon frère jumeau, nous étions gardés chez donc la même personne et ses fils étaient plus grands. Et une fois sous le lit, on est tombé donc sur le carton des livres en fait. Donc c'était un peu plus proche du comics, parce que les pulps, effectivement, pour moi, c'était aussi une question de génération, mais je suis tombé sur des livres un tout petit peu plus récents. Mais je rebondis sur ce que disait Neil, à savoir les jolies filles et les monstres. Et je dois quand même avouer qu'effectivement, entre Vampirella et puis La chose des marais, je pense que c'est ce qui a fait ensuite ce que j'ai aimé moi en littérature, que ce soit sur du Lovecraft ou ce que j'ai pu trouver au niveau du graphisme. Et c'était toujours cette... je dirais par rapport à cette découverte, c'était le fait d'être immergé immédiatement dans un monde qui mêlait aussi bien l'horreur et l'érotisme en fait. Et je pense que ça a influencé le bonhomme pour pas mal d'années. Bah oui, alors moi comme je suis né en 68, j'ai pas connu cette période, mais en lisant les meilleurs récits de Planet Stories, de Astounding, etc., de Jacques Sadoul, qui avait réuni Jacques Sadoul dans sa collection chez J'ai lu, c'est là où je me suis dit que j'étais vraiment né trop tard, parce que c'est là que j'ai découvert les récits de l'innocence de la science-fiction première américaine. Quand j'ai travaillé, la première fois que mon premier salaire à 18 ans, je l'ai passé dans l'achat de la grande anthologie de science-fiction en 36 volumes de Klein, Guamard et Yokamidis, et qui regroupait une grande partie, qui regroupait les meilleurs récits aussi des pulps et des magazines qui leur ont succédé. Donc je suis aussi un enfant des pulps, un peu comme nous tous. Mais c'est marrant parce que Nel parlait aussi du côté que la SF populaire est indissociable des couvertures qui s'effritent. Et c'est vrai aussi du Fleuve Noir, Anticipation, parce que moi j'ai commencé là-dedans dans les années 80. C'était déjà la fin de la période réellement populaire. Et déjà dans les années 80, il y a les couvertures des années 50 des Fleuves Noir Anticipation, elles étaient effectivement toutes jaunes, et on ne pouvait plus les ouvrir sans que les couvertures explosent. Et on a eu aussi un illustrateur génial qui s'appelle René Branton, qui est l'illustrateur pulp français par excellence. Voilà. Donc voilà, ça me rappelle aussi, c'est vraiment une sacrée Madeleine de Proust, les pulps. As an Italian, I may say that my first initiation with the pulp culture, with the author of the pulp fiction, was with the science fiction magazine we had in Italy during the 50s, the 60s and the 70s, which is Urania. And it was a little bit different in format because it was a digest format, so it's a more pocket book, and it had also different kind of covers, mainly did from a very good painter, from a Dutch painter called Karel Toll. The other was actually the same. You had Ray Bradbury, Philip K. Dick, Isaac Asimov, Robert Heinlein, but the style of the publication was different. A little bit, not so trash. So my first discovery with the pulp culture actually was with the movie by Quentin Tarantino, Pulp Fiction,
because I was wondering what this name came from. So I started to explore this word, and I discovered the beautiful word, especially of the the cover art of Pulp Fiction, which I found is very, very interesting, and it's something separate from in a way from the work of the writers. It's an art by itself, and I really love, because I have also an experience as an illustrator of comic books, so I'm very interested in this kind of art, and I really appreciate the exhibition we have here. I think it's amazing. It's an amazing show. It's an amazing thing to deal with that kind of heritage, of that kind of imaginary. Et justement, pour parler de l'art de la couverture, les couvertures de Pulps étaient souvent criardes, racoleuses, parfois même un peu provocantes. Et je regardais l'état de l'édition de la couverture actuelle, et je me posais la question, quelle magie est-ce qu'on a perdu par rapport à ces couvertures-là qui provoquent un espèce d'électrochoc, et des couvertures plus consensuelles que l'on pourrait trouver maintenant. I think it was definitely necessary for the magazines to stand out on the newsstands, and there was a Darwinian battle going on. They needed to fight to survive. You have some of the coolest covers ever, with things like the Margaret Brundage was her name, the one who did those Weird Tales covers that were incredibly, practically softcore pornography. Whereas the other side, you had people like Frank R. Paul doing these glorious futurescapes. The weirdness of I saw Cloud Atlas, the movie, the other week, and was looking at this beautiful futuristic wonderful futuristic Korea that they've got, the Neo Soul, and thinking it's basically straight out of Frank R. Paul. It's just the same ideas of these future cities. But I think it's more, for me at least, it's much more than the covers. For me, it's the fact that all of the stories were illustrated, and you were dealing with something. There's a sort of weird proto-comics thing going on. Virgil Finlay, with his beautiful fine stippling, wasn't really somebody you wanted to put on a cover. He didn't do a lot of covers, and I don't think he would have sold covers. But there's something heart-stopping about coming across the right Virgil Finlay illustration in the right place. I was talking about Unknown Worlds. Ed Cartier, almost forgotten illustration, but a wonderful mixture of horror and humor, somebody who was just absolutely fantastic. In later years, one of the great cover artists, probably the last of the great cover artists, who also was fantastic inside, was Frank Kelly Freas. Kelly Freas, who was, again, you'd read an Eric Frank Russell story, and in my head, all Eric Frank Russell stories, all of the characters look like they were drawn by Kelly Freas. There is that glorious synesthesia, in the same way that you get the synesthesia of comics, where you are taking the prose and the picture and building it up into something else. And I guess that's one of the reasons why pulps are not respectable. But for me, they were also one of the great things about pulps, was the covers and the illustrations. Je veux bien parler de couverture, effectivement, en faisant des couvertures depuis 25 ans maintenant pour les collections populaires. Déjà pour moi le dessin, je pense que la nécessité de la couverture et l'illustration par rapport à la science-fiction, c'était rendre crédible ce qui peut ne pas l'être, ou ce qui peut être mal perçu par juste un texte. Il y a Philippe Monchu qui se promène par exemple discrètement dans la salle, et je ne pense pas que ce soit lui qui me contredise sur le fait que le dessin va permettre de rendre de montrer la crédibilité de la construction du monde décrit par l'auteur quel qu'il soit. Alors je vais essayer de ne pas rebondir sur ce que vient de dire Neil, à savoir que les couvertures ne se seraient pas vendues sans le texte, parce que peut-être que là-dessus on ne serait pas d'accord, mais n'empêche que les images existent quand même par elles-mêmes,
et que quoi qu'on en dise, quoi qu'en disent ensuite les éditeurs, parce que ça aussi c'est des discussions qu'on a quand même régulièrement, quoi qu'on en dise, je pense que qui que ce soit qui s'est intéressé à la science-fiction ou à l'imaginaire entre guillemets, est rentré dans le texte par l'image en fait. Et du coup c'est quand même c'est des couvertures qui, quand on les voit défiler, ont créé vraiment les artefacts de la science-fiction d'aujourd'hui encore. On ne sort pas de l'archétype du martien qui a été mis en scène par ces illustrateurs-là dans ces années-là. Et je trouve que c'est vraiment une influence par le simple canal visuel, c'est une influence qui a duré et qui dure encore et dont on n'est pas encore sorti. Après, bon, effectivement, on a quand même perdu en couleur aujourd'hui sur les couvertures, parce que Étienne, tu parlais des couvertures actuelles. C'est vrai qu'elles me font un peu plus rêver quand je les vois défiler aujourd'hui que ce que l'on voit sur une librairie à l'heure actuelle. Il y a une espèce d'uniformité qui s'est installée. On en parlait récemment avec des illustrateurs qui ont eu quelques déboires avec quelques éditeurs, où on se rend compte que si l'illustrateur ne fait pas, entre guillemets, comme le mainstream, ça va pas fonctionner quoi en fait. Donc ça c'est un petit peu dommage quoi, parce que je pense peut-être qu'il y avait quand même un peu plus de prise de risque à l'époque. Je ne sais pas s'il y avait plus de prise de risque. En fait, j'ai l'impression que c'est plus varié aujourd'hui, ou simplement que la littérature populaire telle qu'elle existait a disparu en tant que telle. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, les couvertures étaient jugées horribles quand même. À peu près tout le monde les dénigrait et les pulps étaient vendus à côté des revues pornographiques, enfin c'était caché quoi. Et c'est 20 ans après qu'on a considéré que ça avait du charme, tout comme les couvertures de Brantôme des années 50 étaient, tout le monde s'en fichait quoi. Et c'est après que ça s'est mis à prendre de la valeur, y compris esthétique. Mais à l'époque c'était pas le cas. Alors peut-être qu'aujourd'hui les horribles couvertures qu'on voit en big lit qui ressemblent à des montages photos bas de gamme, ce sera probablement considéré dans 25 ans comme ayant un charme incroyable. Voilà. Mais dans les années 70, pour moi c'est la période que je préfère, les années 70 dans l'illustration SF. À l'époque, j'ai relu un magazine critique de l'époque, où c'était vers 75, où un critique se plaignait du caractère très froid et sans charme des couvertures à l'aérographe de l'école Chris Foss, etc. Et moi, c'est une période que j'adore en illustration SF, mais elle pouvait être très mal considérée, quoi. But there are bad covers from the 70s, of bad photo covers that were horrible then and are horrible now. They may have the charm of finding a 1970s soft porn magazine and you're going, well, look at the carpets, look at the curtains, oh my god, the people. But I don't think that bad Photoshop covers are ever going to be things that people in the future go, oh, look at those lovely people in 2010 with their bad Photoshop. But I could be wrong. Espérons-le. It's right, we cannot